Mes chers amis, bonjour. Je reviens vers vous donc avec cette actualité brûlante, pour moi elle est brûlante, concernant donc le fameux Global Migration Pact que Macron, le MK Ultra, aura signé le 11 décembre de cette année, 11 décembre 2018. Et je reviens avec cette interrogation, est-ce que vous toutes et tous, de la population de France, les quelques 66 ou 67 millions, je ne sais pas, que nous sommes, enfin que vous êtes en France à l'heure actuelle, êtes bien conscient de ce que cela signifie? Avez-vous bien les bonnes données pour comprendre le problème, pour comprendre la problématique avec ses tenants et aboutissants? Alors avant d'aller plus loin, je vais revenir sur ce chiffre effroyable que je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo, qui le reste a été très critiqué. On n'a pas le droit d'être en colère contre la bêtise humaine, si propice à toutes les manipulations pour provoquer notre chaos. Donc je ne sais pas si c'est vraiment de ça dont il faut parler, du ton acerbe ou méprisant de ma dernière vidéo. Ce qui était intéressant dans cette dernière vidéo, c'était que pour beaucoup tout de même, bien qu'étant très loin au Venezuela, on me critique assez pour ça aussi, eh bien j'ai apporté une information qui pour la grande majorité était passée complètement à l'as. Le Global Migration Pact que donc signe le Macron. Avec ce chiffre de 486 millions. J'ai commis une petite erreur d'ailleurs que je vais rectifier immédiatement. Le chiffre de 486 millions n'est pas le chiffre prévu par cette opération en termes d'apport d'immigrés, mais en termes de population globale après opération. Oui, alors, si nous sommes quelque chose comme 66 millions de personnes en France, ça veut dire qu'on va juste avoir un apport de 420 millions d'immigrés. Ça laisse rêveur, non? Maintenant, vous vous demandez d'où proviennent ce chiffre, quelles sont mes sources. Je vais vous les donner aujourd'hui parce que c'est capital, après le petit réveil, le petit choc que l'annonce de ce chiffre a provoqué lors de ma dernière vidéo. Eh bien maintenant, il faut que je vous donne les sources et que je vous explique un peu plus le contexte. Alors, il faut savoir qu'en 2009, le Fonds européen pour les réfugiés a mandaté une étude pour justement l'immigration. Que cette étude a été faite donc durant l'année 2009, avec un dossier qui a été rendu en 2010, que ce dossier a établi des chiffres. Donc il y a une étude. Vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir lire le document PDF qui malheureusement est en anglais, ce qui limite un petit peu sa diffusion, et vous rendre compte que donc les instances de l'Union européenne dès 2009 travaillaient sur une question, et comprendre que cette question n'était pas de savoir comment nous allons faire face à une problématique qui vient d'arriver, qui est celle des grandes migrations provoquées par la mise en chaos de pays, par des guerres, etc. C'est en 2009 que cette réflexion a surgi. Et c'est bien cela qui doit vous alerter. Parce que nous étions à cette époque où les grands désastres migratoires n'étaient pas encore déclenchés. Nous étions par contre à l'époque du déclenchement des chaos de ces pays-là. Et c'est là où le complot devient d'une évidence absolue. Parce que à l'heure actuelle, pour celles et ceux qui sont informés du Global Migration Pact, et même qui l'ont lu ou simplement parcouru, il apparaîtrait que les instances de l'ONU auraient en fin de compte soulevé une problématique qui nous serait tombée dessus, à nous l'humanité, avec donc la tragédie des migrants. Et la réflexion de dire, bon, face à cette tragédie des migrants, ce coup du destin, eh bien, il faut demander aux pays du premier monde de leur tendre la main. Ça semble effectivement une réflexion très humaniste et belle. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut lire cette histoire. En 2009, ces mêmes cerveaux malades qui sont au sommet de la pyramide, les banquiers privés internationaux, etc. Ils ont pensé comment remplir les pays de l'Union européenne avec
des flots migratoires. Et ils ont commencé par faire une étude indiquant quelle est la population maximum en fonction de chiffres en termes de mètres carrés de chaque pays, que chaque pays donc pourrait absorber. Et pour la France, en fonction du nombre de mètres carrés du territoire national, d'une population de départ en 2009 qui était quelque chose comme entre 63 000 et 64 millions d'habitants, eh bien est sorti le chiffre que vous allez pouvoir lire à la page 112 de ce document quasiment secret dont je vous parle et qui est la clé du problème. À la page 112 de ce document, vous allez pouvoir lire le chiffre pour la France, où on vous explique que la France peut passer d'une population totale de 63 et quelques millions de personnes à 486 millions et quelques personnes. Et je vais vous citer, donc, c'est un grand tableau que vous allez découvrir avec effarement, le chiffre qui est annoncé pour 2 autres pays, pour qu'on ait une petite vue quand même. Alors, je l'ai ici sur mon ordinateur, un peu plus bas. Donc pour l'Allemagne, je crois que je le disais dans la dernière vidéo, la société Eurasylum Limited, qui a fait un prestataire de services pour l'Union européenne, pour le fonds des réfugiés de l'Union européenne, donc a sorti que l'Allemagne doit passer d'une population actuelle, donc entre 2009 et 2010, de 82 millions 500 000 personnes, ou 83 millions de personnes, à une population de 274 millions de personnes. Et les broutilles, et quelques. L'Espagne, quant à elle, doit passer d'une population de 45 millions de personnes à une population de 460 millions de personnes. Ce qui fait un total, rien que pour ces 3 pays, c'est-à-dire ces 3 pays ayant signé le Global Migration Pact, qui est venu bien plus tard, eh bien ça fait 1 milliard de personnes qui vont déferler, 1 milliard de migrants en tout, qui vont être la population globale de ces 3 pays. 1 milliard de personnes. En sachant que la population de la planète est quelque chose comme 7 milliards, et en sachant que ce même document, donc, précise que l'Union européenne a la capacité d'avoir une population totale de 3 milliards 800 millions de personnes. Donc le plan initial est de trouver le moyen, le cadre coercitif de tous les pays pris au piège, non pas seulement de l'Union européenne, mais tant qu'on y est, de l'ONU, je crois quelques 192 pays signataires de l'ONU, d'accepter ce principe en leur présentant la chose comme s'il fallait aider les populations victimes des grands chaos, des grandes tragédies, après donc, le printemps arabe, la mise en chaos de tous les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors qu'en fait, il s'agit bien de trouver le moyen de faire en sorte que les pays en question soient frappés par une invasion migratoire qui a été pensée en 2009, je le répète. Nous avons donc la certitude absolue qu'il s'agit d'un complot contre les pays pris au piège de l'Union européenne et puis aussi les autres. La première phase du complot ayant bien sûr été de provoquer le chaos dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Voilà, donc je vous laisse, pour commencer, prendre connaissance de ce document anglais, n'est-ce pas, et voir par vous-même quels sont les chiffres et réfléchir à la problématique pour ce qui est de notre pays, la France. Parce que la façon dont la stratégie s'orchestre, je vais refaire un petit récapitulatif pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde. 2009-2010, l'Union européenne fait faire une étude, et il ne s'agit pas d'une bande d'étudiants d'université qui font une étude pour déposer une thèse ou pour s'amuser. C'est l'Union européenne et le Fonds réfugiés de l'Union européenne qui fait faire une étude par des sociétés prestataires pour sortir des chiffres précisant quelle capacité de population peut avoir chaque pays en fonction d'un pseudo-problème migratoire. Avec ces chiffres absolument effroyants. Quelques années plus tard, comme par hasard, 2016,
le Global Migration Pact est pendu par l'ONU et maintenant signé par les pays, la majorité des pays tout de même, qui sont pris au piège de l'Union européenne. Alors, il est vrai qu'il y a un front de pays, comme en premier lieu la Hongrie. Il y a la Hongrie, il y a l'Italie, il y a l'Autriche, il y a la Serbie, la Croatie, je crois, la Bulgarie, la Pologne. Enfin, il y a un front de quelques pays dans l'Union européenne, essentiellement partie Est, qui ne signent pas ce traité. Et ils n'en sont pas moins très inquiets, très préoccupés, les dirigeants de ces pays-là. Ainsi, Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui a été, je crois, le premier à afficher son opposition radicale à ce traité de Marrakech, il dit clairement que si les peuples des pays concernés ne se réveillent pas maintenant, quelle que soit sa position à lui et ce qu'il fait pour protéger son pays, c'en est fini de la civilisation européenne. Et il a bien raison. Et quand il dit ça, il ne dit pas « Ah, mais il faut que vous alliez manifester, en gilet jaune par exemple, ou il faut que vous signiez des pétitions ». Le réveil des peuples, le seul réveil qui puisse peut-être encore quelque part empêcher la suite du déroulement de ce plan qui a été lancé, c'est de renverser, évidemment, les traîtres à la nation, qui probablement, au moment où cette vidéo va circuler, auront signé le crime de haute trahison. Pour Macron, son ultime acte de haute trahison aura été constitué, il aura été matérialisé. Bien. Et nous serons devant le fait accompli. La situation, c'est quoi? Eh bien, si vous lisez, vous aussi, ou vous parcourez le Global Migration Pact, vous allez voir qu'il s'agit de mesures impératives, hein, tournées dans une formulation impérative. C'est pas du tout il faudrait que. C'est les pays signataires s'engagent à quasiment tous les paragraphes. C'est très coercitif, avec aussi une notion d'impossibilité de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que le Global Migration Pact est signé par le vendu de chef d'État, eh bien vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le pays ne peut plus revenir en arrière. Mais les politiciens qui sont pris au piège aussi, peu importe leur niveau de collaboralisme de cette farce maléfique, à un certain moment donné, et qui ne sont pas au fait de ce document dont je vous parle, qui est le vrai document à prendre au sérieux, hein, cette étude qui a été faite entre 2009 et 2010. À un moment donné, peut-être qu'ils vont dire écoutez, là, il faudrait peut-être stopper l'immigration parce que, bon, c'est bien, ok, il fallait foutre un peu le bordel en France, il fallait un petit peu corser la situation, mais là, ça commence à faire trop quand même, ça va trop loin. Ah non, non, vous ne pouvez pas, personne ne peut, aucun politicien même n'a le droit de parler de ça, n'a le droit de remettre en question le Global Migration Pact qui aura été signé, à partir du moment où il aura été signé. On doit se soumettre, s'écraser totalement à tous les principes complètement putrides qui commencent bien sûr par une explosion de concepts sur la discrimination positive. On ne peut pas revenir en arrière. Et à un certain moment donné, donc les populations prises au piège, avec même certains membres de l'élite sociétale, même du niveau des classes politiques, vont dire « Attendez là, il faut qu'on s'arrête, il y a 100 millions d'immigrés qui sont venus, ou 200 millions, on ne peut plus. » Ah non, désolé. Nous avons calculé en 2010, vous pouvez prendre 420 millions. Et vous avez signé un traité qui, de fait, nous permet de vous caser 420 millions d'immigrés dans votre pays. Et vous n'avez pas de discussion possible. Voilà. Donc, nous sommes pris au piège dans une stratégie de complot, enfin, dans un complot qui est une stratégie de chaos par immigration massive, que l'on vous présente comme ordonnée, organisée, sécurisée, etc. Et évidemment, on vous la présente comme telle, et surtout, on vous cache les chiffres, les vrais chiffres qui ont été établis derrière. Donc, voilà, pour finir avec cette histoire, ce que je veux que vous compreniez bien en termes de complot, c'est qu'il s'agit bien d'un complot, c'est comment la chose a été constituée, ça n'est pas qu'un beau jour, voilà, il y a un problème de migration terrible hein, qui frappe toute l'humanité, il faut le traiter, il faut que les pays du premier monde
acceptent de considérer la question et que les politiciens et les populations de ces pays acceptent de rentrer dans un cadre qui permette d'aider ces populations à immigrer. C'est pas ça. On sait qu'on va provoquer le chaos des pays du Moyen-Orient, on sait qu'on va provoquer des grandes migrations, et on prépare déjà une étude qui permet de dire après de combien on va pouvoir concentrer ces populations dans chaque pays. Voilà, c'est le contraire. Hein. C'est-à-dire que le Global Migration Pact a été fait pour pouvoir répondre à l'analyse qui a été faite dans le cadre de la préparation du chaos global de l'Union européenne. Alors pour comprendre le contexte aussi, je vais vous dire deux petits mots rapides sur l'Union européenne pour qu'on ait bien tous les tenants et les aboutissants. Puisque là je vous ai parlé de faits, on ne peut pas me parler de théorie de complot, on ne peut pas me dire que ce chiffre de 486 millions pour la population française est un chiffre inventé, une extrapolation et rentre donc dans la théorie de complot. C'est un fait, c'est factuel, ça a été calculé, ça a été dressé. L'Union européenne. Quand vous allez à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, vous prenez un petit peu de recul et vous regardez le bâtiment. C'est la reproduction architecturale de la tour de Babel, de l'Empire babylonien. Et ça n'est pas un hasard, puisque les architectes qui ont pondu cette abomination l'ont dit, ils ont écrit des articles, ils ont répondu à des journalistes qui se sont interrogés là-dessus. Ils ont dit oui, c'est une œuvre d'art architecturale qui effectivement s'inspire de la tour de Babel. Ah oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Parlement européen, au cœur de l'Union européenne, est à l'image de la tour de Babel? Pourquoi est-ce que dans le grand hall d'entrée de ce bâtiment immonde, il y a une statue représentant un taureau avec une jeune femme dans une position un petit peu bizarre sur son dos? Et que représente cette statue? Eh bien, je vais vous indiquer quelque chose qui va peut-être vous terrifier un peu plus. Il s'agit de la représentation d'une légende babylonienne. Le taureau, c'est le dieu Tammuz de Babylone, de la religion babylonienne d'origine, qui s'est changé en taureau pour venir séduire, tromper, séduire la déesse Europa, l'enlever et la violer dans le fond des océans, qui est donc le sort qui est réservé à tous les peuples pris en otage de l'Union européenne, tout simplement. Donc vous savez, les cerveaux extrêmement pervers qui sont derrière les organismes supranationaux comme l'Union européenne, le Parlement européen, l'ONU, etc., sont tellement pervers qu'ils aiment bien nous laisser sous les yeux, sous le nez, l'évidence du complot contre l'humanité et même contre la vie sur Terre. Et laisser les uns et les autres en parler pour que les autres répondent aux théories de complot. Voilà, mais là nous ne sommes pas face à une possible théorie qu'il faudrait décrypter pour savoir si oui ou non. Nous sommes face à des faits. Le Global Migration Pact existe, lisez-le, c'est aberrant, c'est atterrant. Macron l'a signé, c'est un fait. Nous sommes donc en théorie condamnés. Devons-nous nous soumettre à cela? Devons-nous tout simplement prier, faire encore un peu la fête tant que c'est possible, et laisser le chaos fondre sur nous? Ou devons-nous nous lever en être humain et nous battre avec les seules armes qui nous restent? Ça, c'est la seconde grande question de fond que je vais aborder pour finir. Mais avant, j'aimerais tout de même, avec vous tous, avoir cette réflexion, essayer d'avoir une petite image. 420 millions d'immigrés en plus en France, c'est-à-dire on multiplie par 8 la population actuelle. Ok? 8 fois plus, en fonction de la superficie du territoire national. Ça veut dire quoi? Comment on va les caser? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez dire adieu à notre bel environnement naturel, ce qu'il en reste en France. Parce que la France est encore un très beau pays, avec beaucoup de forêts, beaucoup de parties boisées, des arrière-pays magnifiques. Et bien évidemment, pour caser tout ce petit monde, il faudra déboiser, raser, défigurer la nature et construire de grandes cités. Donc, les endroits où très probablement il y a beaucoup de BAD, de bases autonomes durables, hein, la grande option de la dissidence, eh bien ces terrains seront réquisitionnés par l'État, par nécessité,
là, le principe de l'état de nécessité en situation de crise vous sera mis en pleine gueule pour les uns et les autres qui avaient des petits havres de paix en arrière-pays, qui avaient des BAD, qui avaient des exploitations agricoles biologiques, etc. Tout cela sera réquisitionné de façon à pouvoir construire des cités et pouvoir caser tout ce petit monde. Voilà ce qui est en train donc de s'annoncer avec la signature du Global Migration Pact par le traître à la nation Macron. Alors il y a une autre information qui doit rentrer dans notre viseur pour avoir la configuration avec les tenants et les aboutissants de tout ce qui est en train de se passer. C'est qu'en ce moment, les Rothschild sont en train de vendre tous leurs actifs. Voilà, soudainement, les Rothschild s'activent pour vendre tous leurs actifs. Alors cela signifie, tout simplement, cela annonce un effondrement du système économique total. Cet effondrement du système économique total est bien sûr à lire avec le Global Migration Pact signé par Macron et les autres traîtres à la nation qui suivent ce pacte. Mais notez que cette vidéo s'adresse surtout à mes amis. J'ai fait en sorte que ça s'adresse un petit peu à tout le monde, je dirais à mes 66 millions de compatriotes. Mais dans le fond, pour la réflexion maintenant en termes de contre-mesures, il est évident que c'est à mes amis que je m'adresse. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer un quelconque sursaut pertinent de la part du peuple en lui-même, de la population. La population se laisse toujours manipuler dans les grandes largeurs. Et je le répète, la farce des Gilets jaunes a été orchestrée par les mêmes cerveaux ingénieux qui sont en régie de l'ingénierie sociétale pour nous faire plonger dans le coulisses. Cette grande farce a un effet paratonnerre, bien sûr, à rébellion, mais avant d'avoir un effet paratonnerre à rébellion, elle a un effet écran de fumée. Car quasiment personne ne parlait du Global Migration Pact et encore moins de cette fameuse étude qui a été réalisée en 2009-2010 en anticipation. Maintenant, il faut en parler. Maintenant que nous sommes au pied du mur, eh bien, mes chers amis, nous devons nous identifier les uns les autres en personnes de conscience, patriotes, prêtes à tout. Nous devons nous constituer en minorité sacrée et agir. Agir pour le reste du peuple qui, lui, va continuer. Qui va continuer à aller certainement se trémousser en gilet jaune pour se fruter avec les policiers et les gendarmes à un moment où l'union nationale du peuple est cruciale. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est sans doute l'effet le plus pervers et le plus calculé de la grande farce des Gilets jaunes. Avec la farce des Gilets jaunes, eh ben, on arrive tout de même à aspirer beaucoup de citoyens trop crédules, parce que c'est tellement simple de se coller un gilet jaune dans le dos, de descendre dans la rue et de dire « je suis un révolutionnaire ». C'est vraiment le gros problème qu'il y a avec cette offensive stupide, bien sûr, et ô combien peu noble d'esprit. Parce que je le répète, il s'agit de la montée de l'essence, l'essence monte un petit peu, notre pouvoir d'achat il va être menacé, alors là on descend massivement dans la rue. Les enfants martyrs qui se font violer collectivement, torturés, les enfants qui sont arrachés à leur milieu familial aimant, les enfants qui sont à l'heure actuelle victimes de la LGBTisation par l'éducation nationale dès 3 ans, les enfants qui sont pris pour cible de la terreur vaccinale de Macron avec les 11 vaccins, avec ses 67 souches virales et tout ce que cela provoque. Alors là non, pour ça on ne va pas descendre dans la rue manifester. Mais par contre, la hausse du prix du pétrole, qui risque d'entamer un peu plus notre sacro-saint pouvoir d'achat, alors là oui, on fait la révolution. Donc je disais, mis à part le peu de noblesse qu'il y a derrière cet événement, le gros problème, il est que au moment où nous devrions être totalement fusionnés les uns et les autres dans une parfaite union nationale, eh bien, une fois de plus, les plus stupides du peuple vont aller se friter avec les gendarmes et les policiers au lieu d'aller leur tendre la main et leur dire « les gars, là nous avons un gros problème, nous sommes tous concernés, quel que soit notre parti politique, quelle que soit notre culture, notre religion, quel que soit notre niveau d'implication, on va dire,
dans ce grand cercle sociétal, c'est-à-dire notre niveau de corruption intellectuelle, etc. Là, on est tous face à un grand tsunami qui va nous engloutir, les gars. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Eh bien non, non. On va aller encore les provoquer, créer plus de tensions entre les forces de police et de gendarmerie et le peuple dont ils font ces agents pourtant bien partis. Et ça, c'est un vrai problème auquel, effectivement, je me heurte, moi, dans ma stratégie aujourd'hui, parce que je voudrais bien venir avec une stratégie viable vers vous. Seulement là, on est vraiment très mal. La farce des Gilets jaunes, oui. Alors pourquoi est-ce que je parlais de farce des Gilets jaunes? Parce que ce qu'il apparaissait dans les premiers temps, bien sûr, c'est que les Gilets jaunes, la révolte des Gilets jaunes, s'apparentait magnifiquement à la grande orchestration de la révolution de mai 68. Vous savez, cette révolution pour les droits sexuels qui a commencé en mai 68. Seulement voilà, avec la tournure que les événements sont en train de prendre, il est évident que cet événement s'apparente beaucoup plus à la fausse révolution de 1789. La fausse révolution de 1789 qui a été orchestrée, là encore, toujours par les mêmes, hein, par la dynastie Rothschild, par les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie essentiellement, pour installer un nouveau système de contrôle du bétail humain. Là, en l'occurrence, c'était le siècle du nouvel ordre, c'est pas le nouvel ordre mondial, c'était une étape précédente qui installait dans le monde entier des républiques démocratiques. Ce nouveau système, censé donner l'illusion au bétail humain, aux populations prises au piège, qu'il avait été installé donc par eux, par les peuples, par les révolutions, et qu'il se reposait sur le fondement d'une vraie démocratie, qui en fin de compte est une imposture totale qui permet simplement aux populations des républiques démocratiques du monde entier d'élire eh bien, un dirigeant, c'est-à-dire un grand patron, un chef, qui en fin de compte va voter des lois, comme par exemple celle du Global Migration Pact, sans le dire à personne. Non, non, ça ne vous regarde pas, moi j'ai les pleins pouvoirs, je vous impose l'entrée dans l'Union Européenne, je vous impose le Global Migration Pact, etc. Et oui, parce que si on en est là, c'est parce que nous sommes dans une fausse démocratie, il faut quand même bien le comprendre. Et donc d'élire des chefs qui sont en réalité des agents du pouvoir Illuminati, des agents de ce même pouvoir qui était derrière les siècles des renversements des monarchies, des installations des républiques démocratiques, et derrière la grande orchestration de 1789. Voilà. La parenthèse refermée, qui pour moi était, je pense, très importante, l'événement des Gilets jaunes, pour moi, s'apparente totalement à l'orchestration de 1789, la vraie fausse révolution populaire, qui va peut-être d'ailleurs amener un carnage du même type. Alors ce ne sera peut-être pas un siècle de carnage comme ce qui a suivi la révolution de 1789, la fausse révolution de 1789, hein, le coup d'État des Rothschild, mais je pense que, je redoute, que cet événement, effectivement, tourne sacrément au vinaigre, pour le peu qu'on peut voir aujourd'hui. Et ceci dit, avant de revenir sur les violences qui sont en train de faire effet boule de neige dans le cadre de la révolte des Gilets jaunes, ce qui dénote de l'évidence d'une orchestration, c'est avant tout le thème de la manifestation, le thème de la revendication de la collectivité qui descend dans la rue avec des gilets jaunes. Parce que, je disais, peu de noblesse derrière cette revendication. On ne parle pas de la révolution du genre, on ne parle pas de ce qui est commis sur les enfants en termes d'atrocités, on ne parle pas par exemple de ces 150 000 à 200 000 enfants qui sont enlevés chaque année par l'État pour n'importe quel prétexte inventé, on ne parle pas de la terreur vaccinale, on ne parle pas de tous les désastres environnementaux qui sont commis en France même, on ne parle pas de la terreur de l'imposture médicale, etc. Non, on parle d'une ineptie totale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le thème central est totalement en décalage avec les vrais problèmes de l'humanité? Eh bien tout simplement parce que cet événement est censé rentrer dans l'histoire.
exactement comme 1789. Bien, les Illuminati actionnent, là, pas seulement l'agent à la tête de l'État comme une marionnette, mais ceux qui vont endosser un gilet jaune. Et c'est une masse de personnes qui va être donc activée pour arriver à un résultat. Et dans le cadre de cette activation, donc, dans le cadre du résultat, qui va être écrit par les Illuminati, rentrer dans l'histoire pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial, on va voir comment, il est évident qu'il ne faudra pas qu'il y ait de traces des revendications légitimes qui porteraient préjudice à ce qu'était la fameuse République démocratique si parfaite. Non. Donc on va mettre en scène une révolution, une fausse révolution populaire portée par un grief contre le chef de l'État, n'est-ce pas, totalement inepte. Et nous en sommes là. Maintenant, continuons avec l'évidence de l'orchestration. Bon, qu'est-ce que l'on peut observer aujourd'hui? On peut observer que, eh bien, il y avait effectivement beaucoup de personnes, une grosse part de la population, pas le peuple français, parce que le peuple français, c'est quand même à l'heure actuelle quelque chose quand même comme 70 millions de personnes. Et là, on nous parlait de, je sais pas, ça pouvait monter jusqu'à 2 millions. Bien qu'on sait que les chiffres dans les manifs, quand c'est orchestré justement par le pouvoir occulte, on peut toujours, et toujours sujet à caution. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont descendues dans la rue, au début, bien sûr, voulaient le faire de façon très pacifique, hein, avec le grief de la montée du prix du pétrole, de leur fameux pouvoir d'achat qui allait être entamé. Mais surtout, pas de violence. Bien, c'est neuneux, c'est gentil, on met un gilet jaune, on défile gentiment, on dit oui, on veut des réformes, on veut baisser le prix du pétrole, etc. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que ça saccage dans tous les coins de rue, ça brûle, ça pille, ça fait tomber les vitrines, ça incendie les voitures, ça fait des opérations commando calculées, bien orchestrées contre les forces de l'ordre. Et de l'autre côté, quand on observe comment s'articulent les forces de l'ordre, moi ayant été dans le milieu quand même il y a quelques années en arrière, on se dit, mince, pourquoi ça ne tient pas debout la façon de s'orchestrer. La façon d'articuler la protection des rues, la protection des quartiers, etc. ne tient pas debout. La façon dans laquelle les forces de l'ordre ripostent est totalement en décalage avec ce qui doit être fait, là encore, et disproportionnée la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en clair, on ouvre des voies de vulnérabilité payantes pour que puisse s'aggraver l'état de chaos, hein, et au contraire, on applique des répressions totalement injustes et disproportionnées aux personnes qui, elles, ma foi, ne font rien. Eh bien, il y a un paramètre qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, c'est que les policiers, les gendarmeries, donc, ils sont vraiment tampons, hein, qui sont ceux à qui on vient se heurter violemment, au lieu de venir leur tendre la main. Eh bien, ils ne sont pas du tout libres de ce qu'ils font. Eux, ils ont une mission, ils viennent en unité constituée pour faire face à une émeute, ils reçoivent des ordres, ils sont tributaires, bien sûr, des ordres du commandant d'unité, mais les moyens qui sont décidés pour l'action, ainsi que la façon dont ils doivent s'orchestrer et s'articuler sur le terrain, c'est absolument pas leur commandant d'unité qui la décide. C'est un préfet. Derrière chaque manif, quand vous avez un cordon de CRS ou de gendarmerie mobile, sur le terrain, il faut savoir que derrière, vous avez un petit bonhomme encravaté, très certainement un franc-maçon, aux ordres du pouvoir occulte, du pouvoir Illuminati. Et voilà. Donc il est tout à fait impossible d'éviter qu'une manifestation aussi pacifique puisse-t-elle être sur le terrain, ne tourne pas au vinaigre avec cet aspect de la question concernant les forces de l'ordre. Voilà. Et nous savons, comme je disais, il est absolument impossible de faire une manifestation qui ne soit pas infiltrée par des casseurs. Et ça, c'est typique des grandes orchestrations des mouvements populaires. Je le dis depuis 12 ans, depuis que je suis actif avec le ralliement des résistants pour la Révolution, je n'arrête pas de rappeler, de mettre en garde sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de descendre dans la rue en masse pour quelque revendication que ce soit, même si c'est nous-mêmes, avec de très bonnes intentions et des griefs très pertinents qui avancent cette initiative, ce sera toujours retourner
infiltrés. Il y aura toujours des bandes de casseurs qui viendront dans le lot faire en sorte que le mouvement tourne en vrille. Alors là, le mouvement a été orchestré pour tourner en vrille, donc c'est tellement facile. On observe que les gilets jaunes, eh ben, la plupart portent des cagoules. La plupart s'activent, comme je disais, en vrai commando, extrêmement violent, pour pulvériser de façon systématique tout ce qui se trouve sur son chemin et surtout rentrer en confrontation avec les forces de l'ordre. Ce qui est un désastre à tous les niveaux, parce que bien évidemment, dans une telle ambiance où l'Union nationale, face au Global Migration Pact, est la seule chose qui pourrait nous sauver, eh bien, est tout simplement impensable. Et donc l'orchestration de la farce, de ce qu'au début je voyais plus comme une farce des Gilets jaunes qui est en train de tourner à un remake de 1789, où est-ce que cela va nous amener? Il y a deux scénarios possibles rapidement. Le premier scénario, il est que bien ça va dégénérer très méchamment, hein, c'est parti pour. Macron ne va pas démissionner, Macron va faire intervenir l'armée. Et déjà, il aura bien de son côté les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre en auront pris plein la gueule. Intervention de l'armée, établissement de la loi martiale, on écrase le peuple, et la révolte des Gilets jaunes a tourné donc à une très forte montée en puissance du totalitarisme de Macron. Mais, sur quoi cela devrait-il déboucher d'après moi? Cela devrait tout de même déboucher sur un retournement de l'armée contre Macron, une prise donc de pouvoir, un putsch militaire pour venir mettre quelqu'un en place. Et là, je renvoie aux vidéos que j'ai faites, ça fait 1 an et demi ou 2 ans, sur l'affaire Macron, où je parle d'un vrai faux putsch militaire. Restons dans ce cadre-là. Le deuxième scénario que je vois, c'est que Macron démissionne. Alors là, oui, bien sûr, déjà, qui vont dire, oui, on le disait depuis le début, la révolte des Gilets jaunes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ça va porter à la démission de Macron. Remettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Nous avons à la tête de l'État un agent infiltré, Illuminati, un MK Ultra, un grand déglingué, un grand détraqué qui est activé par une télécommande. Et j'aimerais que vous me disiez dans quel cadre un Illuminati, un MK Ultra, peut, d'un seul coup, en fonction, soi-disant, des pressions qu'il recevrait du peuple, ou d'une prise de conscience, allez savoir, dire « Ah ben, le peuple demande ma démission, je la lui donne ». Dans quel cadre est-ce que nous sommes? Dans quel monde est-ce que nous vivons en réalité? C'est proprement impossible. La seule réponse qu'il puisse y avoir, évidemment, est celle de la répression. Maintenant, si Macron venait, malgré tout, par miracle, à démissionner, ben, ce serait simplement une preuve de plus de l'orchestration en fonction de ce fameux contexte que tout de même les uns et les autres pouvaient comprendre. Surtout mes amis. Et bien, si Macron venait à démissionner, la grande question, ou si Macron était viré par l'État, par l'armée, pardon, la grande question qui vient, qui suit, est, je dirais, à qui profite le crime? Qui va être mis en place derrière Macron? Marine Le Pen, bien sûr, hein, qui soutient la révolution, enfin la révolte orchestrée des Gilets jaunes. Et tout cela est orchestré. Alors maintenant, une Marine Le Pen à la tête de l'État, un autre Illuminati à la place de l'Illuminati qu'il y avait avant. Hein, ça va nous amener à quoi? Ben, ça va nous amener dans un conflit, dans une configuration de guerre civile de religion. Parce que Marine Le Pen, derrière, c'est les grandes revendications dites nationalistes. Il faut fermer les frontières, il faut protéger le pays de l'immigration, etc. Et on retrouve derrière, comme porte-parole de Marine Le Pen, une bande de généraux, active et surtout en retraite, qui sont l'organe de communication d'une idéologie putschiste. Et oui, j'en parlais dans les vidéos, notamment la vidéo intitulée « L'affaire Macron ». Il y a une idéologie putschiste de croisée, hein, qui se répand à travers les discours de quelques généraux en retraite. Et cette idéologie putschiste
nationalistes, de croisés, pour la guerre de religion, pour le nettoyage des banlieues et le nettoyage des mosquées, etc., et pas au Karcher, eh bien, elle est directement liée à la personnalité politique de Marine Le Pen. Alors en fait, si ce ne sont pas les gilets jaunes, en se tortillant avec leurs gilets là dans la rue et en scandant Macron, démission, blablabla, qui arrivent à faire fuir à ventre à terre Macron, eh bien, ce qui peut se produire par contre, c'est que ce mouvement orchestré va s'articuler avec le réveil de l'idéologie putschiste qui là va passer à l'action. Il veut dire oui, le peuple demande la démission de Macron. Marine Le Pen nous dit Macron traître à la nation. Ah oui, mais le problème traître à la nation, Sarkozy entre-temps est passé par là, il a supprimé l'infraction. Et oui, donc, ah ben oui, traître à la nation, j'insiste. Seulement, on ne peut plus faire d'action en justice contre lui. Ah, donc qu'est-ce qu'il nous reste comme option? Eh ben, il nous reste l'option, les gilets jaunes n'auraient rien obtenu si ce n'est de se faire massacrer dans la rue. Hein? Eh ben, il nous reste l'option d'un putsch militaire. Mais c'est bien sûr. Voilà, et nous arrivons exactement au programme dont je vous ai parlé dans la vidéo l'affaire Macron. Macron, le vilain chiffon rouge, qui va donc permettre une révolution populaire plus ou moins avortée, reprise par un putsch militaire, qui là, forcément, l'armée va arriver en 2-3 coups de cuillère à peau à régler le problème et à installer à la place qui? Son leader idéologique, Marine Le Pen. Et que va faire Marine Le Pen une fois au pouvoir? Eh bien, Marine Le Pen va donner les pleins pouvoirs à l'armée, qui l'aura propulsé au pouvoir. Échange de bons procédés, n'est-ce pas? Et que va faire l'armée en déclarant l'état d'urgence et la loi martiale sur le sol national? Eh bien, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, voir aussi le projet Alfie, l'armée va entreprendre sa grande opération de nettoyage. Parce que là, elle sera mise en place avec l'idéologie dont je vous parlais dans le projet Alfie. L'idéologie revancharde des anciens qui ont subi la trahison du général de Gaulle dans le cadre de l'orchestration de la guerre d'Algérie, etc. et tout ce qui a suivi derrière en termes de manipulation et de haute trahison. Cette idéologie qui est de protéger la France de l'immigration, de protéger la chrétienté en France, de protéger les valeurs chrétiennes, et donc de protéger comment? Eh bien en nettoyant la France de l'invasion musulmane immigrée, les deux étant liés dans leur esprit. Bien sûr, sans vous dire que cette invasion était orchestrée par ceux qu'ils ont servi depuis De Gaulle, Mitterrand, avant De Gaulle, Giscard d'Estaing, Mitterrand, etc. Voilà donc la guerre de religion va être déclenchée non pas par le côté djihadiste, mais par le côté croisé. Mais ce sera exactement le même résultat. Alors quel est l'intérêt de la chose de procéder ainsi avec ce plan-là, qui pourrait être un plan B ou un plan A, je ne sais pas. Au stade où nous en sommes, la menace immédiate, elle est donc l'invasion migratoire massive avec 420 millions pour nous, la France. Quelque chose comme 1 milliard pour simplement les 3 pays phares de l'Union européenne, France, Allemagne, Espagne. Ok. Pourquoi est-ce que les Illuminati privilégieraient-ils le plan de faire orchestrer un vrai faux putsch militaire pour renverser Macron, mettre Marine Le Pen à la place, instaurer une dictature militaire et commencer un nettoyage et déclarer la guerre de religion ainsi? Parce qu'en fait, quand ça aura juste un petit peu de retard dans le déclenchement de la guerre civile de religion dans toute l'Europe. Mais on arrivera exactement au même résultat. Parce que il faut faire un petit retour en arrière, un petit flashback, un petit zoom arrière pour bien comprendre la configuration, que ces 40 dernières années après donc la trahison de De Gaulle, la France a été organisée en poudrière, la France est une poudrière prête à exploser à n'importe quel moment, que la France est en état de guerre civile à peine contenue depuis le début des années 90, ce que j'ai vu et su moi en tant que gendarme, etc., etc. Revoyez s'il vous plaît les vidéos sur le projet Alfie. Eh bien, on n'a pas de nécessité en réalité au niveau des Illuminati de venir bourrer la France avec 420 nouveaux millions d'immigrés pour déclencher une guerre civile en France. Non. En France, il suffit d'une étincelle.
La configuration, elle est déjà prête. Elle s'est installée au bout de ces 40 dernières années, comme je ne cesse de le dire. On n'a vraiment pas besoin de ça. Par contre, le Global Migration Pact est très utile pour faire en sorte que cette configuration qui est propre à la France, avec la Belgique aussi qui est pas mal, hein. Ah oui, notez que la Belgique, elle n'a pas besoin. Hein. Le Global Migration Pact, il ne passe pas. Et moi, je connais bien la Belgique. Et je peux vous dire que la Belgique est dans une situation explosive vraiment similaire à celle de la France. Donc, le Global Migration Pact, qui va contaminer les autres pays de l'Union européenne, en fin de compte, va permettre la translation de la problématique, enfin pas la translation, pardon, de répéter le schéma, de reproduire le schéma de configuration explosive à la vitesse de la lumière dans les autres pays. Donc, la France peut juste n'être que le détonateur de la chaîne pyrotechnique qui sera créée là au niveau de l'Union européenne entière. C'est ça l'intérêt. Alors, pourquoi, je disais, pourquoi privilégier ce type de stratégie pour le chaos global qui est un peu plus, qui n'est pas en une bande directe? Parce que dans l'esprit, dans l'idéologie du nouvel ordre mondial et de ceux qui écrivent l'histoire, n'est-ce pas, il faudra pouvoir dire, le peuple français a voulu faire, encore une fois, sa révolution, en portant des valeurs stupides comme le nationalisme, et oui, avec Marine Le Pen, les militaires, etc. Et ça a conduit la France et l'Union européenne entière à la guerre civile de religion, au chaos total. Voilà. Et donc, pour ceux qui écrivent l'histoire et qui sont en train d'écrire les bases de la création du nouvel ordre mondial avec un gouvernement unique, une religion unique, etc., bien sûr, le nationalisme doit être une valeur qui, pour toujours, détruite, doit être détruite, avec le tragique exemple de ce que cela aura provoqué en termes de chaos. Maintenant, pour finir avec ce petit exposé parallèle que je voulais vous faire, hein, additionnel, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas pour autant si putsch militaire il y a pour renverser Macron avec mise à la place Marine Le Pen et donc état d'urgence militaire, loi martiale, etc. C'est pas pour autant qu'on est protégé, hein, vous avez bien compris. C'est-à-dire que nous sommes face à deux scénarios qui sont aussi effroyables l'un que l'autre et qui amènent au même résultat, le chaos global. Parce que quand je vous explique qu'il est très probable que ce soit une machination qui amène Marine Le Pen au pouvoir avec un vrai faux putsch militaire, etc., tout ce que je viens de vous expliquer, je reste là dans l'hypothèse, dans la théorie, qui vont hurler théorie de complot, ok, qui n'est absolument pas souhaitable puisque ça amène au même résultat. Par contre, quand je vous parle de la signature du Global Migration Pact, de chiffres comme 420 millions d'immigrés en plus en France, et d'1 milliard pour l'Europe avec simplement les 3 pays, France, Allemagne, Espagne, et de la signature effective du Macron de ce traité, ainsi que d'Angela Merkel, je suis dans le factuel. Nous sommes confrontés à une réalité, à une situation irréversible en théorie, pour laquelle nous devons nous recentrer en tant que minorité sacrée de personnes de conscience et agir avec toute la notion d'urgence de notre situation. Voilà, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que dans les plans Illuminati, eh bien, les rôles ont été distribués. Le rôle pour Macron, un vilain chiffon rouge qu'il faut expulser par le biais d'un putsch militaire amené par une révolution populaire, tout ça, ça fait partie des plans Illuminati. Le rôle de la nationaliste portée par la révolte du peuple, Marine Le Pen, est un rôle qui a été distribué et pour lequel cet agent Illuminati est en place. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ces pions sont là pour nous plonger dans le chaos et que c'est nous-mêmes qui sommes les instruments du mécanisme déclenché contre nous-mêmes. Alors, il n'y a rien de pire qui puisse nous arriver maintenant, bien sûr, que de garder un Macron à la tête de l'État. Si ce n'est le remplacer par quelqu'un qui aura l'aura du sauveur et qui, portant cette aura et ayant les pleins pouvoirs en France, va nous plonger dans le chaos de la guerre civile de religion. Et c'est, à mon avis, probablement d'ailleurs ce qui va se passer.
Mais qu'il s'agisse d'un scénario ou de l'autre, ce que je sais, c'est que ni moi, ni aucun d'entre vous, mes chers amis, personne de conscience faisant partie de cette minorité sacrée, là je ne m'adresse évidemment pas aux masses, hein, je ne m'adresse évidemment pas aux gilets jaunes, nous ne pouvons laisser passer ça, nous ne pouvons rester inactifs, nous devons passer à l'action. Donc ce n'est pas très clair de quelle façon nous allons passer à l'action, bien sûr, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un sabotage faramineux de ce que pouvait faire le RRR. Vous savez que le RRR, la stratégie révolutionnaire du ralliement des résistants pour la Révolution, n'est absolument pas d'appeler le peuple à la révolte armée, etc. Et donc d'aller se mettre en premier temps en confrontation avec les policiers et les gendarmes et dans un deuxième avec l'armée. Bien au contraire. Toute la stratégie révolutionnaire du ralliement des résistants pour la Révolution est pacifique, mais elle est pourtant très active. Elle consiste à rappeler tous les partisans pour la Révolution, tous les résistants qui veulent sauver leur pays, qui veulent sauver leur population, qui veulent sauver leurs enfants, à aller sur le terrain au contact des policiers et des gendarmes de façon courtoise et cordiale pour leur expliquer quel est notre problème collectif, les convaincre et les rallier à notre idéologie insurrectionnelle, en leur rappelant, s'il le faut, en passant, mais s'il vous plaît, les gars, sachez que cette idéologie révolutionnaire, insurrectionnelle, au stade où nous en sommes, avec cette actualité, qui est donc la haute trahison effective et indéniable de Macron, mais elle est permise par notre Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, rappelant son article 35, qui explique que le droit à l'insurrection va de fait en cas de haute trahison du gouvernement, et surtout que c'est un devoir du citoyen. Voilà. Donc le discours du RRR, il est là, et il est d'amener les policiers, les gendarmes, ceux qui ont signé pour la protection du peuple, pour le protéger contre toute forme de menace, comme les militaires d'ailleurs, protéger le peuple contre toute forme de menace, intérieure, extérieure, peu importe, eh bien il faut les amener à se remémorer ce serment, se remémorer cet idéal que nous avions tous les uns et les autres, n'est-ce pas, quand nous étions jeunes en sortant d'école, de police ou de gendarmerie, et qui s'est perverti avec le temps, puisque nous sommes dans une spirale maléfique pour piéger notre âme et nous plonger dans la corruption et la compromission, afin que nous puissions assumer la survie de notre famille, etc. Eh bien, il faut rappeler ça aux gendarmes, aux policiers, et lui expliquer que maintenant, si on n'est pas radical dans sa démarche, insurrectionnelle, solidaire avec le peuple, intégré avec le peuple, un gendarme, un policier fait partie du peuple, il a juste une mission sacrée qui est de protéger le peuple. Mais c'est un élément fondamental du peuple. C'est ça le discours du ralliement des résistants pour la Révolution. C'est ça la stratégie fondamentale. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir vers vous en disant, bon les gars, c'est le moment, on passe à l'action. On a accéléré. On va voir les brigades de gendarmerie, les commissariats de police. Je ne sais pas si c'est possible à l'heure actuelle, il faut y réfléchir. Mais le problème est que la révolte des canards sauvages, là, des gilets jaunes, elle sabote dans l'œuf ce type de démarche. Allez maintenant, essayez, vous dire activistes, contre la haute trahison de Macron, parlez, tendre la main à un policier ou à un gendarme. Bonne chance, hein? Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, où nous en sommes, je ne sais sincèrement pas ce que nous pouvons faire. La stratégie fondamentale du RRR me semble très malmenée, très improbable, en fonction de ça, donc en fonction du coup des gilets jaunes. Il semblerait que la seule option qui nous reste soit beaucoup plus radicale et soit celle d'une insurrection armée que surtout je ne voulais pas, et qui ne peut être portée que par quelques braves, qui comprennent que nous n'avons pas d'autre option à l'heure actuelle. C'est une réflexion qui me perturbe infiniment, bien sûr. Et cependant, je vous la transmets à vous. Alors, c'est bon. Les autres, vous pouvez couper, aller surfer sur Internet ou votre smartphone. Je parle à mes amis. Je parle aux partisans du RRR. Je parle aux vraies personnes de conscience. Nous avons un problème auquel nous devons nous affronter.
vous et moi, très très vite. Et moi, pour ma part, qui suis bien sûr un petit peu trop loin du théâtre d'opération de la France pour le moment, et qui ne pense qu'à revenir le plus vite possible, bien sûr, dans le cadre de notre idéologie insurrectionnelle pour sauver la France, j'ai une question à vous poser qui me tracasse beaucoup. J'aimerais savoir combien vous êtes exactement, mes chers amis, à être déterminés, à tout risquer, à commencer votre vie pour sauver la France du chaos qui arrive sur elle. J'aimerais savoir quel est votre niveau de détermination, combien vous êtes et quel est votre niveau de détermination. Donc je vais faire simple avec une question, que maintenant vous allez comprendre à quel point nous en sommes réduits à des extrémités tragiques. Combien êtes-vous à être prêts à me retrouver un jour prochain, au bas des Champs-Élysées, armé, pour marcher sur l'Élysée et faire un coup insurrectionnel, armé, contre Macron? Voilà quelle est ma question. Et j'aimerais que vous m'y répondiez. Alors ne réfléchissez pas trop à savoir si c'est voué à l'échec ou non. La question n'est pas de savoir si ce que nous devons faire, si notre devoir est voué à l'échec. La question est de savoir s'il s'agit bien de devoir et si nous avons le choix. Quand je suis acculé à un mur, à une situation aussi désespérée, j'ai non pas une méthode de raisonnement tactique apprise en école de sous-officiers, mais plus un fonctionnement un petit peu de secours, de dernière urgence en termes de raisonnement, qui me dit je dois identifier, si je ne sais pas ce que je dois faire, je dois identifier ce que je ne dois surtout pas faire, ou omettre de faire. En l'occurrence, je serre mon âme et conscience qu'avec ce chaos si bien orchestré, plan par plan, décade après décade, qui est en train d'arriver à l'aboutissement pour le chaos global et le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la destruction de l'humanité et de ce qu'elle a encore d'humain, je sais que je ne peux pas me permettre de continuer à travailler au Venezuela sur le plan que j'avais prévu de faire avec Jeannette pour permettre à des parents protecteurs de venir trouver refuge, asile politique. L'urgence n'est plus là, donc je suis en train de chercher désespérément le moyen de revenir au plus vite, d'une part. Mais ce que je voulais dire plus fondamentalement, je sais que je ne dois pas m'exclure du problème parce que celui-ci me dépasserait de façon cauchemardesque. Je suis concerné. Mon devoir se confronte à ce qui est en train de se produire. C'est cette notion de devoir qui est fondamentale. Et je pense que pour vous, c'est la même démarche. Donc, que devons-nous faire ou que devons-nous surtout ne pas faire, mes chers amis? Eh bien, ne pas faire, c'est rester assis, se morfondre, se désespérer. C'est penser à sauver sa petite carcasse en désespoir de cause, plutôt que de penser à l'utiliser pour quelque chose qui a une chance, ne serait-ce que sur 1 million, de fonctionner. Parce que notre devoir d'humain de conscience, confrontant donc à la manifestation des forces du mal qui sont si actives dans cette période, eh bien, de se confronter au plan développé par ces forces du mal. Et si nous devons y laisser notre vie, ma foi, ben cela est un détail. Ce qui n'est pas un détail, c'est ce que nous faisons avec notre âme, avec notre énergie intérieure. Alors je sais, je passe dans des dimensions spirituelles. Ok, c'est pas grave, je vous parle à vous, mes chers amis, pas aux cyberbaveurs, commentateurs, spectateurs. Donc c'est tout à fait naturel que vous et moi on revienne à cette notion-là. Notion de devoir et notion de ce que nous faisons avec notre âme, à travers cette incarnation éphémère. Ok. Combien êtes-vous prêts à me rejoindre au bas des Champs-Élysées avec la probabilité infinie que nous nous fassions cribler de balles dès les premiers pas de notre regroupement, ou peut-être même avant? Combien êtes-vous prêts, mes chers amis, à tenter le coup absolument fou, dément, de marcher sur les Champs-Élysées vers le palais maudit de l'Élysée, avec l'intention de le prendre et de neutraliser Macron, en espérant que cette démarche spectaculaire et désespérée ne génère pas
notre massacre par la police, la gendarmerie ou l'armée, mais qu'au contraire, ceux-ci, ces agents de police, de gendarmerie, ces militaires, nous ouvrent le passage, nous escortent, voire nous accompagnent. Facteur humain. Là, nous misons dans un plan aussi désespéré, qui n'est plus un plan, bien sûr, puisque notre stratégie a été massacrée par l'ennemi de façon très adroite. Il ne s'agit plus de plan et de stratégie. Il s'agit de baroud d'honneur. Et il s'agit de savoir si ce baroud d'honneur a une chance, comme je le disais, sur 1 million de fonctionner. Ça, c'est fondamental. Donc, le facteur humain. Le facteur humain est ce qui donne à notre baroud d'honneur une chance sur 1 million, 2 ou 3, de fonctionner. Parce que, quand je parle de facteur humain, ce n'est pas qu'à vous, mes chers amis, que je m'adresse, ce n'est pas vous qui êtes concernés, bien sûr. Non. Ce sont ceux qui sont censés nous cribler de balles. Les policiers, les gendarmes, les militaires. C'est parmi eux que le facteur humain peut être déclenché et faire en sorte que, au lieu que nous soyons tout simplement neutralisés et exterminés, eh bien, nous arrivions à sauver notre pays et à les sauver eux aussi et leurs familles. Facteur humain. Tentons le coup. Parce que, quand le nouvel ordre mondial sera installé, le facteur humain, mes chers amis, il faudra l'oublier, il n'y aura plus d'êtres humains. Il y aura des créatures qui auront été conçues dans des couveuses artificielles, gérées par l'intelligence artificielle, formatées par l'intelligence artificielle avec tous ces programmes maudits et maléfiques. Vous savez de quoi je vous parle. Les humains totalement déracinés, qui donc n'auront plus de mère, plus de père, plus d'amour maternel, aucune identité de sexe, de genre, de nation encore moins, de peuple, de culture, que dis-je? Avec comme idéologie celle du plus de fun possible, de plus de sexe possible, de plus de perversion, d'égoïsme. Voilà, c'est ça l'être humain de demain. Le parfait animal de bétail, un monstre. Le facteur humain, on peut oublier. Donc la fenêtre de tir que nous avons, elle n'est pas simplement au niveau comment dire, tactiquement, de cette possibilité que nous avons de stopper Macron maintenant avec le Global Migration Pact en le renversant et en sortant la France de l'ONU immédiatement. La fenêtre de tir, elle est à un bien autre plan situé. Elle est au plan de l'aube de la révolution du genre, du nouvel ordre mondial qui va détruire l'être humain, qui fait qu'après cela, de résistance, d'humanité, de facteur humain, nous ne pourrons plus jamais parler et plus personne d'ailleurs n'aura l'idée d'en parler. Voilà. Donc, mes amis, je vous invite, s'il vous plaît, vous, mes amis, mes partisans, les personnes de conscience et de courage, ayant encore de la noblesse de cœur, qui comprennent ce que signifie ce mot, ainsi que le mot honneur. Je vous invite donc à lire ce texte épouvantable là qui a été écrit entre 2009 et 2010, qui est cette étude sur les capacités des pays d'Europe à avoir leur population comme celle de la France multipliée par 8 dans le cadre de l'immigration. Hein, il y a des moteurs de recherche qui permettent, il y a des appareils qui permettent de faire une traduction automatique, c'est un texte en anglais. Lisez-le, comprenez bien de quoi il s'agit quand je vous parle du niveau d'alerte que nous avons en ce moment. Et en fonction de ça, revenez donc à la question fondamentale que je vous ai posée par 2 fois. De mon côté, je mets de l'ordre dans ma tête aussi. Et on va se retrouver très vite, très vite, pour définir ce que nous allons faire. Voilà. Je ne vous prends pas plus de votre temps avec cette vidéo qui est déjà assez longue. Je vous remercie infiniment de votre attention, mes chers amis. Et je vous dis à très bientôt.